Open your eyes. Abre los ojos. Open your eyes. Open your eyes. L'autre jour, je regardais le début d'un film que j'aime particulièrement pour son atmosphère. L'idée d'être dans un rêve et d'en saisir toutes les subtilités. La sensation de pouvoir toucher l'irréel, de mettre des mots sur l'ineffable. Autant dire que le réveil du lendemain matin était très particulier. Ce ciel vanillé, on en sentirait presque le goût à la fin du long métrage. Tout cela est évidemment dû à la photographie granuleuse et onirique de John Toll, des idées scénaristiques tout à fait particulières, et évidemment un choix de musique incroyable. À la fin du film, on a même la sensation d'en avoir trop entendu. À l'image d'un rêve qui nous ferait passer du tout au tout, le long métrage passe aussi bien de l'électro au rock en passant par la pop. À la fin d'un premier visionnage, on peut légitimement se demander comment fonctionne la musique d'un film. Est-ce nécessaire de créer une bande originale quand utiliser des musiques préexistantes fonctionne à merveille? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne va pas parler d'un compositeur, mais plutôt d'un phénomène. Et on va commencer avec des exemples. Xavier Dolan. Tant prisé par certains, tant critiqué par d'autres, là n'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il est le roi pour utiliser des musiques de la pop culture. De Ozone en passant par Oasis, on a dans chacun de ces films un morceau qui provoquera chez le spectateur un petit rictus. On a un sens très élaboré du rythme, de l'atmosphère, mais aussi et surtout une vision de ce que telle musique peut provoquer chez le spectateur. D'une certaine manière, cela peut sembler facile, et on y reviendra. Mais ici, la culture du spectateur est prise en compte. Lorsque Juste la fin du monde, l'adaptation de la pièce de Lagarce sort en 2016, le morceau d'Ozone est déjà le lointain souvenir qu'on peut avoir aujourd'hui. Sorti en 2004, il a connu un énorme succès et je ne vois même pas pourquoi je le présente. Entendre ce morceau, c'est soudainement raviver une flamme en nous. Une étrange sensation d'être revenu en arrière, et ça tombe bien, c'est exactement ce que ressent Louis à ce moment-là. On a ce grand flashback avec beaucoup de flou qui nous évoque le souvenir, ce moment où la musique passe d'intradiégétique, c'est-à-dire qu'elle existe dans la scène, à extradiégétique, où seul le spectateur est censé l'entendre. De même, on a la même utilisation dans Mathias et Maxime, où on comprend que le morceau des Pet Shop Boys, Always on My Mind, émane du casque de McAfee, qui donne une certaine idée du personnage grâce au caractère actuel du groupe. Une musique disco, pop des années 80, qui a plus ou moins bien vieilli, qui peut renvoyer l'idée d'une nostalgie et donc d'une classe des années 80, comme une forme de ringardise. En bref, on a une idée du personnage dès son apparition. I'm Matt. I'm sorry, bro. I'm just kidding, man. Oh, you... Yeah. Sorry, I didn't mean to be a dick. Matt, right? Yeah. Oh, no, it's funny. No, it wasn't. Et c'est d'une certaine manière ce qu'on pourrait reprocher à cette mise en scène, puisque tous les éléments vont dans le même sens. Par ailleurs, on peut aussi être réticent face à l'utilisation aussi extrême d'un morceau, qui donne alors à la scène l'allure d'un clip musical. Bon, j'avoue, ça marche plutôt bien avec moi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'innombrables films.
je parlais de Vanilla Sky tout à l'heure, et effectivement, il y a beaucoup de morceaux qui, par moments, ne racontent pas tant de choses ou n'apportent pas plus que ce qu'ils sont, des morceaux. Et si on isole le passage de Radiohead au début du film, on peut avoir du mal à trouver une musique qui dépasse son statut ou emporte le film ailleurs. Sauf... The dream of peace, the dream of achievement, the dream of hearing someone say these words when they really, truly mean them. I love you, David. Te quiero. Roam free, David. Most of us live our whole lives without any real adventure to call our own. It's hard to comprehend, but they laughed at Jules Verne too. This is a revolution of the mind. Un passage extrêmement perturbant quand on regarde le film. Si on l'analyse très rapidement, beaucoup d'éléments de mise en scène sont faits pour nous faire perdre l'équilibre, pour nous faire tourner la tête, à l'image de David, à commencer par un chant contre chant passant tantôt de la contre-plongée à la plongée de 3/4 en mouvement. On remarque également un montage contre-intuitif où un plan flashback est intégré soudainement au dialogue et où surgit un rapide plan sur le Dr McCabe, avant de finalement basculer sur un gros plan de face et de nous offrir ses effrayants regards caméra. Mais tous ces éléments si déstabilisants et si déliés les uns des autres ne forment qu'une unité grâce aux Beach Boys et à leur morceau Good Vibrations. Une scène qui met en avant le côté si étrange de cette musique, si dérangeant. L'introduction de ce morceau est d'une simplicité effrayante. La voix est accompagnée d'un orgue électrique battant la noire et indiquant les accords par la même occasion. Une basse plus sautillante, à contretemps, vient apporter un peu de relief. Dans la deuxième boucle apparaît une basse plus grave, ainsi que les prémices timides d'une batterie très pittoresque. Enfin, le tout palpite, s'extasie et lâche prise. Le tout est alors dansant et pourtant une atmosphère macabre se dégage. Un instrument digne de l'univers du fantastique et de l'horreur est utilisé, le tannerin, une sorte de mix entre un synthé et une flûte à coulisses. Les chœurs sont joyeux, mais comme s'ils étaient dépossédés de leur âme, tels des pantins. Toutes les voix varient entre des tons très aigus et très graves. L'ensemble place l'auditeur dans un déséquilibre dominé à la fois par l'envie de bouger la tête et par un sentiment d'inquiétude grandissant. Que se passe-t-il ? Et cela est d'autant plus drôle quand on sait que dans une version alternative du film, ce qui rend fou le personnage, c'est justement l'apparition soudaine de cette musique. Tech support. Please. I love the colorful clothes you wear. I paid for this music. What? I paid for this music! Can you hear it? There is no music, David. Quel meilleur morceau pour donner subitement au film l'allure d'un unique rêve. Comme si cette musique était à elle seule le détail qui faisait basculer la perception de David du monde parfaitement rationnel à celui complètement irréel. Car après tout... C'est à ce moment précis que David comprend qu'il est actuellement en train de rêver, mais plus encore qu'il fait un cauchemar. Enfin, on notera, juste pour le plaisir, sans trop nous éloigner de notre sujet, l'utilisation complètement inverse du son pour signifier exactement la même étrangeté, son absence totale.
Mais ces utilisations sont plutôt épisodiques et s'en vont à la seconde où le morceau s'arrête. Or, il arrive souvent que l'univers musical d'un artiste soit entièrement mis en avant pour une œuvre. Et pour ça, il faut prendre un peu d'altitude. Dans le film Le Otto Montagne, Pietro, qui vient souvent dans les Alpes italiennes avec son père, rencontre Bruno, un garçon de la montagne. Alors que les deux garçons se sont perdus de vue malgré leur profonde amitié, ils se retrouvent jeunes adultes et ne peuvent plus se quitter. Leur complicité rime avec leur rivalité, celle d'être le meilleur des frères. Le père de Pietro semble presque considérer Bruno comme son propre fils. Il est donc naturel que les deux amis finissent par entreprendre la construction d'une maison. Dans cette œuvre, l'album À la Bercy de Daniel Norgren est utilisé entièrement. Complètement indépendant de l'œuvre de Groningen et de Van der Meersch, il semble pourtant avoir été taillé sur mesure. Dans ces vastes espaces, pourtant comprimés d'un ratio de 1,33, règne un sentiment de paix et de détachement complet. Cette sérénité est soulignée par une photographie des plus douces. Un voile semble avoir été posé devant la caméra. La perspective atmosphérique, c'est-à-dire le fait que le paysage soit plus ou moins bleu en fonction de sa proximité, donne le sentiment d'observer un paysage isolé de tout, mais plus encore, un film unique en son genre, éloigné du milieu dans lequel il s'inscrit. Ainsi, l'album choisi par les réalisateurs semble posséder ce même caractère contemplatif. La voix du chanteur semble venir par-delà les montagnes, comme une voix divine. Et pourtant, l'utilisation des synthés vient contrebalancer ce sentiment. Une percussion souvent lourde se fait entendre, marquant le poids du temps écoulé à jamais. Ainsi, le film et l'album se répondent sans cesse entre pesanteur et légèreté. Lorsque l'un adopte un caractère, l'autre prend l'opposé. Ces 8 montagnes rendent compte du caractère irréversible de la vie. Si on m'avait dit qu'une simple voix et un accordéon me provoqueraient autant d'émotions. Everyone you love, grass will grow above, grass will grow above. Never comes the day, never comes the day that keeps the night away, keeps the night away. Sì. Mamma, c'è qualcuno lì con te? C'è qualcuno lì con te? C'è Alessandro. Sì? Ok. Vengo a casa. Non ho sentito. Vengo a casa. Green grass will grow, Ok. new green grass will grow, folks will come and go, folks will come and go. Un simple clignotant, un arrêt sur le bas-côté, une lourde respiration en hors-champ et une main glissant le long de la cuisse nous suffisent pour comprendre que le père n'est plus de ce monde. Sa vie s'est arrêtée ici, alors que celle des autres continue, le long de cette route. Mais le plus triste de cette mise en scène est sans doute l'accordéon continuant à jouer doucement, telle une berceuse, tandis que cette voix nasillarde se tait un instant. La mort se crée lentement, à l'abri de la lumière, tapis dans l'ombre. Underneath the bridge,
La voix de Kurt Cobain résonne dans les rues délavées de Gotham. Ces quelques notes plaintives riment avec le signal lumineux prisonnier des nuages. L'association fonctionne jusqu'à la ressemblance entre Pattinson et Cobain. Ressemblance physique dans un premier temps, ses cheveux dissimulant le reste de leur visage, cet air blafard. Mais la ressemblance psychique est aussi sous-jacente. Un traumatisme de l'enfance, l'un la mort de ses parents, l'autre la rencontre avec un cadavre. Something in the Way est ainsi le morceau que Michael Giacchino a utilisé pour bâtir la bande originale du film. Le premier teaser trailer, sorti alors que le film était encore en production, nous vendait déjà cette analogie. Le compositeur décide ainsi de reprendre la grille d'accords du morceau pour construire un motif simple. À la manière de John Williams, ce leitmotiv et toutes ses variantes guident le récit de fond en comble. Un accord mineur et un majeur, un mi et un do, 2 notes, et des thèmes avec si peu de notes, on en connaît. De la même manière, cette dualité se retrouve dans la photographie somptueuse de Greig Fraser, variant bien souvent entre le noir et une autre couleur dominante, en particulier le rouge. Contrairement à son prédécesseur qui réutilisait classiquement des morceaux préexistants, The Batman fait le choix de l'unicité, un seul morceau qui sera la clé. Un morceau interprété de manière très étrange puisque Cobain a utilisé une guitare désaccordiée à partir de laquelle tous les autres instruments se sont greffés. Cette dissonance, surprenante pour une oreille exercée et peut-être inconsciente pour une autre, n'est pas sans rappeler l'image de ce Batman, un film comme tant d'autres, mais qui cherche à se démarquer, à trouver sa propre voix, et qui, contrairement à ses prédécesseurs, semble effectivement désaccordé. L'utilisation de l'univers total d'un artiste musical est souvent empruntée. On peut noter notamment l'intervention de M83 sur le film Oblivion, mais également celle de Kid Francescoli sur le film Azzurro, des compositeurs dans l'improvisation ne venant pas du milieu du cinéma. Et naturellement, on peut se demander depuis quand on utilise des musiques préexistantes. Cette pratique, on a la sensation qu'elle existe depuis peu et surtout qu'elle s'intensifie, sans doute parce qu'on utilise surtout des morceaux modernes. La manière dont on écoute la musique aujourd'hui joue sans doute un rôle de la construction d'un film. Il n'est pas rare d'être touché par un morceau qu'on écouterait par hasard et qui subitement provoquerait des frissons, une véritable pulsion créatrice pourrait naître à cet instant. L'idée d'utiliser le morceau qui nous a provoqué telle ou telle idée de cinéma est alors naturelle. Ce décalage entre une musique bien connue et un film nouveau a toujours été recherché. Et plus encore, il précède la composition des bandes originales. Petit récapitulatif historique, avant 1927, le cinéma était muet. On en a déjà parlé sur cette chaîne, le premier film parlant, Le chanteur de jazz, sort la même année et fait partie d'un ensemble de films qui vont redéfinir la manière de faire du cinéma, en y incorporant du son, et notamment de la musique. Mais dire que le cinéma avant les années 30 était muet est d'une certaine manière complètement faux. Oui, à l'époque, la captation ne se souciait que de l'image et aucune place n'était réservée au son sur la pellicule. C'est à la fin des années 20 qu'on invente le son optique, autrement dit, la piste sonore inscrite sur le bord de la pellicule. Et c'est au début des années 30 qu'on réfléchit au lien entre l'image et le son, puisque mettre du son sur une pellicule, c'est retirer de la surface pour l'image. On est ainsi passé d'un standard de 1.33 à 1.20 avant de revenir au 1.33 en réorganisant la pellicule, avant de complètement bouleverser les ratios au milieu du XXe siècle. Mais déjà au tout début du cinéma, on ne peut pas parler d'un cinéma muet. Déjà parce qu'un public et un projecteur font du bruit et que ce bruit agit indéniablement sur la perception de la projection. Et aussi parce qu'à chaque séance, on notait la présence d'un tapeur, un pianiste qui jouait de la musique suivant l'émotion qui se dégageait du film. Et je vous le donne en mille, ces musiques étaient préexistantes. Et de nombreuses réflexions sont nées de la présence de ce pianiste, voire même des orchestres présents pour certaines séances. Et c'est ainsi que sont nés des catalogues dits de mood music, des répertoires avec les morceaux des plus grands compositeurs, Chopin, Stravinsky, Bach, Debussy. Je trouve le principe vraiment excellent. On a même des conseils de morceaux patriotiques ou culturels en fonction des différents pays comme l'Autriche, le Brésil ou encore le Chili. Comme ça, si d'un seul coup le pianiste se rendait compte que l'action se passait en Italie. C'est à partir des années 30 et des quelques décennies qui suivent que les compositions de bandes originales voient le jour et s'inscrivent dans la continuité de la musique savante, même si cette voie musicale a longtemps été considérée comme inférieure, on aura peut-être l'occasion d'en parler sur la chaîne. Mais au milieu de ces compositions connaissant une véritable effervescence dans la deuxième moitié du XXe siècle, un réalisateur prend le contre-pied, à tel point qu'il est presque impossible de parler de musique préexistante au cinéma sans citer son nom. I'm afraid. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Sir, you got a war face? That's the war face! Now let me see your war face!
Barry's father had been bred, like many other young sons of a genteel family, to the profession of the law. And there is no doubt he would have made an eminent figure in his profession. Here's Johnny. C'est simple, de la fin des années 60 jusqu'à son dernier film, Kubrick use des musiques préexistantes. Dans chacun de ses films, elle apporte un sentiment de décalage et, en même temps, d'harmonie. Le voyage commence en 1968 lorsque Kubrick décide de combiner la grâce et la lenteur des navettes spatiales de son 2001 avec le beau Danube bleu de Johann Strauss, la géométrie rectiligne du monolithe avec les arabesques de Ligeti, la destruction et la violence des prémices de l'homme avec le thème glorieux de Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Ces thèmes reviennent régulièrement dans le film et forment d'une certaine manière des leitmotifs. Le beau Danube bleu est utilisé pour tous les trajets interstellaires qui au passage symbolisent les différentes étapes de l'acte sexuel, d'une pénétration à un ovule en passant par un spermatozoïde. Le morceau de Ligeti est quant à lui utilisé pour marquer la présence du monolithe, une forme de vie extraterrestre dont l'incarnation physique semble plus proche de l'idée que de l'organisme. Une forme parfaitement lisse dont la perfection effraie, surtout ces primates du début du long métrage pour qui la question de la ligne droite n'est encore qu'un concept abstrait. Enfin, le morceau de Richard Strauss inspiré du récit philosophique de Nietzsche Ainsi parlait Zarathustra intervient naturellement lors des grandes avancées et des grandes questions de l'homme. Il débute par le dévoilement de la Terre, caché par la Lune que l'on pourrait associer ainsi à sa formation, revient avec la création de l'outil, fruit de la violence de l'homme, et clôt le film avec le retour de Dave sous la forme du Star Child, fruit de l'évolution divine apportée par le monolithe que l'on imagine définitivement purifié, enfin débarrassé du mal à l'origine de la création de l'homme. En bref, lorsque Kubrick utilise ces morceaux des plus grands compositeurs de la musique savante, il ne le fait pas seulement pour leur beauté ou leur renommée, mais bien parce qu'ils sont des clés essentielles à son œuvre et permettent une meilleure lecture de son discours. Alors forcément, lorsque cette recette fonctionne, on ne peut que souhaiter la renouveler. En 1972, le réalisateur sort Orange Mécanique de son titre original Clockwork Orange. Il réutilise la musique orchestrale, cette fois-ci pour l'intégrer au récit de son œuvre. Alex, passionné lui et ses amis par la violence, finit par se faire arrêter et est forcé de suivre un programme de réhabilitation visant à lui enlever toutes ses pulsions de destruction et de massacre, notamment en regardant encore et encore des extraits de violence. On nous peint le personnage directement à travers les compositions de Beethoven, que le personnage écoute pour alimenter son désir de violence. En plus d'utiliser une musique intradiégétique, Kubrick joue avec le montage et l'image afin de suggérer plusieurs idées aux spectateurs. Tout d'abord, il associe les têtes de Beethoven et d'Alex comme pour montrer que la folie que l'un exprime dans la musique, l'autre l'applique de la vraie vie. Le montage suit le rythme du morceau en changeant de plan tous les premiers temps de chaque mesure afin de glorifier la statuette des 4 Jésus crucifiés, à l'image de la bande des Joggies comme ils s'appellent. Le côté divin de l'orchestration s'associe avec le ridicule de cette statue de mauvais goût et dresse le portrait des 4 compères, s'imaginant sans doute être l'égal d'un châtiment divin. Et donc, lorsqu'Alex entend la 9e symphonie de Beethoven remixée de l'extrait qu'il est contraint de regarder, le spectateur comprend avec humour qu'il n'est pas plus horrifié par les images que par le capharnaüm musical qu'on lui sert. Ludwig van. 9th Symphony, 4th Movement. Et cette horreur musicale,
Kubrick l'infligera même à son spectateur. Wendy Carlos, la compositrice d'Orange Mécanique et de Shining, décide ici de partir du passage le plus mystérieux et apeurant de la symphonie fantastique de Berlioz, le Dies Irae, et d'en faire un remix dans lequel le tuba laisse la place à un synthé imitant le timbre de cet instrument. L'inspiration est d'autant plus intéressante quand on apprend que ce passage et son nom sont eux-mêmes inspirés de la messe des morts, un chant religieux du XIIIe siècle. Un morceau qui en crée un autre, qui en crée un autre. Tel un palimpseste, parchemin dont on a recouvert la première écriture par un nouveau texte, le morceau de Wendy Carlos crée un parallèle entre la composition musicale et la construction de l'hôtel Overlook, bâti sur un cimetière indien. En plus d'installer l'atmosphère macabre du film en jouant avec ce synthé original, avec ses notes très aiguës et soudaines, et avec ses chants chamaniques, la musique offre également une dimension prémonitoire au spectateur. Mais Kubrick ne perd pas pour autant le décalage qu'il a emprunté jusqu'alors. On peut en effet noter l'utilisation du morceau Midnight, The Stars and You dans la Gold Room. Good evening, Mr. Torrance. Good evening. Un morceau romantique et dansant enregistré en 1934 qui n'a en vérité rien d'horrifique, mais lui donner cette réverbération comme s'il venait d'un ailleurs et jouer avec l'aspect désaccordé du piano donne la sensation de danser au milieu des fantômes. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voit. Hi, Lloyd. Been away. Le morceau revient à la toute fin du long métrage pour confirmer l'emprise de l'hôtel hanté sur le protagoniste. Jack fait désormais partie de l'Overlook. Si cette musique préexistante peut en effet être un excellent élément de mise en scène, il peut également, comme tout bon procédé, mener à des dérives. Car après tout, si utiliser une musique que tout le monde aime bien suffit à embellir un film, pourquoi se prendre la tête? Et c'est d'une certaine manière ce que je reprochais au catalogue volumineux du premier film. On ne compte plus l'apparition soudaine d'une musique bien connue du grand public dans le simple but de le faire sourire, et ce, quelle que soit la qualité du film. En vrai, c'est sympa, et il n'y a pas de mal à utiliser un morceau uniquement pour son rythme ou sa popularité, et de toute façon, on trouvera toujours un moyen de le rattacher à la mise en scène. En revanche, il y a une utilisation bien précise que, personnellement, je déteste. Quand je vois ce trailer à 8 ans, je me dis que le film va être sympa, et que lorsque le morceau de Coldplay interviendra, ce sera génial. Eh bien ce morceau n'est jamais apparu dans le film, et quand je suis sorti de la salle, eh bien forcément, j'étais frustré. Et depuis, je ne compte plus le nombre de trailers avec une musique populaire qui n'intervient pas dans le film. Pourquoi ? Une bande-annonce, c'est un avant-goût du film. On ne se permettrait pas de mettre d'autres images que celles du film ou qui évoqueraient le film, puisqu'il existe des trailers géniaux qui ont complètement disparu aujourd'hui, qui étaient comme des petits courts-métrages indépendants dans le but de promouvoir le film. Je pense en particulier au trailer d'Alien qui présentait un œuf entouré d'ombre qu'on ne verra jamais dans le film, et qui justement alimentait l'intrigue autour de la créature. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Ah, non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est Guillaume. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage. Incroyable, disons. N'importe quoi, non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Bon, la réponse, elle est évidente, elle est purement commerciale. À cause de cette promotion, je n'ai pas du tout prêté attention à la composition de Michael Dana, alors qu'elle est juste somptueuse. Ce film n'avait pas besoin de ce morceau. Malgré ses utilisations quelque peu énervantes, aujourd'hui je ne peux plus écouter Radiohead sans voir Tom Cruise courir seul dans les rues désertes de New York.
Je ne peux plus écouter les Pet Shop Boys sans imaginer McAfee se dandiner. Et je ne peux plus écouter Van Halen sans rêver voyager dans l'Oasis. Ce sont comme des secondes vies, comme des clips secondaires apportés à ces musiques. La possibilité d'accéder l'espace d'un instant à l'imagination d'un réalisateur écoutant l'un de ses morceaux. Peut-être cerner la vision qu'il en avait. J'aime d'une certaine manière cette connexion qui s'établit dans la salle lorsqu'une musique que tout le monde connaît se lance. J'aime ce sentiment, l'impression d'être en phase avec le public, comme si nous vivions un rêve commun, comme si on nous incitait à voir plus loin que l'œuvre que nous contemplons, comme si nous aussi on nous chuchotait à l'oreille. Open your eyes.